les 5 principales actualités sur les pensions. Abonnez-vous pour rester informé. Alimentation, à qui profite la hausse des prix? Inflation, arnaque ou opportunité? Il y a plusieurs raisons qui expliquent la hausse des prix de nos produits alimentaires ces dernières années. Tout d'abord, la crise sanitaire liée au Covid a eu un impact important sur l'économie mondiale. Les mesures de confinement et de restriction des déplacements ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et entraîné une augmentation des coûts de production. De plus, la guerre en Ukraine a également joué un rôle dans cette hausse des prix. L'invasion russe a provoqué une instabilité sur les marchés mondiaux, notamment dans le secteur agricole, ce qui a entraîné une augmentation des prix des matières premières, comme le blé. Cependant, il est également important de souligner que d'autres acteurs sont responsables de cette situation. Les marchés financiers, par exemple, ont profité de ces événements pour spéculer sur les prix du blé et réaliser d'énormes bénéfices. Les spéculateurs ont manipulé les marchés et ont contribué à l'envolée des prix des produits alimentaires. De plus, la grande distribution a également sa part de responsabilité. Depuis de nombreuses années, elle promet des prix toujours plus bas, ce qui met une pression constante sur les industriels. Ces derniers sont donc contraints de répercuter leurs coûts de production sur les consommateurs. Prenons l'exemple d'une petite supérette en Bretagne. Le gérant explique comment la centrale d'achat de son enseigne lui impose des prix plus élevés que ceux de ses concurrents. Il se retrouve donc dans une situation absurde où il serait plus avantageux pour lui d'aller faire ses achats chez ses concurrents. De même, le directeur général d'une PME de biscuiterie près du Mont-Saint-Michel constate qu'il est obligé de baisser ses prix en raison de la baisse des prix des matières premières. Mais certaines grandes enseignes n'ont pas répercuté cette baisse, ce qui leur permet d'augmenter leurs marges. Cette situation a des conséquences désastreuses pour de nombreux ménages français. De nombreuses personnes se retrouvent en situation de précarité et sont contraintes de modifier leurs habitudes alimentaires. Certaines personnes ne mangent même pas à leur faim. C'est le cas d'Aude, une mère célibataire à Clermont-Ferrand, qui doit fouiller les poubelles des supermarchés pour pouvoir remplir son réfrigérateur. Elle était créatrice de bijoux et gagnait bien sa vie, mais suite à un accident, elle ne peut plus travailler. La hausse des prix des produits alimentaires a également un impact sur le pouvoir d'achat des ménages. Selon les derniers chiffres, le pouvoir d'achat des salariés français a diminué de 3% en 2 ans. De nombreux ménages doivent donc se serrer la ceinture et faire des sacrifices pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est le cas de Kevin, un conducteur de camion à Calais, et de sa femme. Ils cultivent un potager et élèvent des poules pour économiser sur leurs dépenses alimentaires, mais cela ne suffit pas à compenser la hausse des prix. De plus, leur facture d'électricité a également augmenté, ce qui accentue leurs difficultés financières. Face à cette situation, certains artisans et commerçants sont également affectés. C'est le cas de Sonia et Tanguy, boulangers dans le Loiret. Ils n'arrivent plus à se verser un salaire décent en raison de la hausse des prix des matières premières et des factures d'électricité exorbitantes. Ils font tout leur possible pour maintenir leur activité à flot, mais ils ne peuvent pas faire face à cette situation indéfiniment. Face à cette situation préoccupante, des mesures ont été proposées pour lutter contre l'inflation et encadrer les marges des industries agroalimentaires et de la grande distribution. Malheureusement, une proposition de loi visant à mettre en place un encadrement des marges et un prix d'achat plancher des matières premières agricoles a été rejetée à l'Assemblée nationale, à seulement 6 voix près. En conclusion, la hausse des prix des produits alimentaires en France est le résultat de plusieurs facteurs. La crise sanitaire liée au Covid, la guerre en Ukraine, la spéculation des marchés financiers et les pratiques de la grande distribution sont autant de causes de cette situation. Les conséquences sont catastrophiques pour de nombreux ménages français qui voient leur pouvoir d'achat diminuer et leurs conditions de vie se dégrader. Des mesures doivent être prises pour encadrer les prix et garantir un accès équitable aux produits alimentaires pour tous. Nous passons maintenant à la prochaine nouvelle importante. Retraite. Combien toucherez-vous avec votre conjoint?
calculez le montant idéal de votre pension. En cette période d'inflation qui sévit dans notre pays, où les prix ne cessent d'augmenter, la situation devient de plus en plus difficile pour les retraités. Surtout pour les couples qui doivent faire face à des dépenses toujours plus élevées. Ils estiment désormais que leur pension de retraite est insuffisante pour vivre confortablement. En effet, le coût de la vie ne cesse d'augmenter, et les retraités ressentent de plus en plus les effets de cette hausse des prix. Ils doivent donc faire des restrictions, d'autant plus que leur pension est inférieure à leur ancien salaire. Cette baisse de revenus est souvent très mal vécue par les anciens employés. En France, la majorité des retraités touchent une pension de 1 509 € brut par mois, soit environ 1 300 € net par mois ou 18 108 € brut par an. Face à cette situation préoccupante, l'État a décidé de revaloriser les pensions de base et complémentaires des retraités français de 5% en 2023. Chaque année, certains cas de retraite sont donc revalorisés en fonction de l'inflation. Selon Hervé Boulol, responsable des retraites et du vieillissement démographique à l'OCDE, dans plus de la moitié des pays, les retraités sont protégés contre les variations de l'inflation. En effet, ces pays indexent les pensions sur les prix et parfois également sur les salaires réels. Mais alors, quel est le montant d'une retraite confortable pour un couple? D'après plusieurs sources citées par Reflet Doré, le montant idéal de pension pour un couple de plus de 64 ans serait de 2 600 € brut par mois. Cela leur permettrait de vivre confortablement et représente le double de leur pension actuelle. De nombreux retraités estiment qu'une augmentation de 1 000 € sur leur pension mensuelle changerait considérablement leur vie. Pour certains, cela pourrait même leur permettre de vivre plus sereinement en cette période de crise économique. Selon une étude de l'INSEE, il existe des différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'âge de départ à la retraite. En 2020, l'âge moyen de départ à la retraite était de 60,5 ans, mais la réforme de 2023 a fixé cet âge à 64 ans. Cependant, cela dépend également de l'année de naissance de chaque individu et du nombre de trimestres cotisés tout au long de sa carrière. Pour faire face à cette baisse de revenus, les couples de retraités doivent mettre en place des stratégies pour augmenter leurs revenus. Certains choisissent d'investir dans des placements financiers rentables afin de s'assurer un revenu régulier. Il est également possible de miser sur l'investissement immobilier pour percevoir des loyers supplémentaires. Cependant, il faut être conscient que les taux d'intérêt des prêts immobiliers sont très élevés. Il est également important de chercher toutes les solutions possibles pour améliorer le niveau de vie des retraités et réduire l'écart entre le montant idéal de pension et la réalité. Cela n'est pas une tâche facile, mais cela peut faire la différence dans leur quotidien. En conclusion, dans cette période d'inflation où les prix ne cessent d'augmenter, de nombreux couples de retraités se trouvent dans une situation difficile. Leur pension n'est souvent pas suffisante pour subvenir à leurs besoins et leur niveau de vie est impacté. L'État a pris des mesures en revalorisant les pensions des retraités français, mais cela ne suffit souvent pas. Il est donc essentiel pour les retraités de mettre en place des stratégies pour augmenter leurs revenus et améliorer leur situation financière. Nous allons maintenant à la troisième nouvelle importante de ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des actualités. Indemnités et retraite des ex-ministres, trop ou pas assez? Donnez votre avis sur ces privilèges controversés. Le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, a révélé les noms des membres clés de son gouvernement. Parmi les anciens membres du gouvernement, comme Elisabeth Borne, des indemnités sont prévues pour accompagner leur départ. Cette situation soulève la question de savoir si les montants de ces indemnités sont suffisants, alors que l'attention se concentre principalement sur les nouveaux visages du gouvernement. Il est important de mentionner ceux qui font le chemin inverse. Selon France 3 Normandie, certains avantages sont prévus pour les anciens ministres, même si les noms des différents secrétaires d'État n'ont pas encore été révélés par le secrétaire général de l'Élysée. Les indemnités pour les ministres sortants sont presque équivalentes à leur salaire,
et leur sont dus pendant 3 mois. Ainsi, Elisabeth Borne pourrait recevoir environ 15 000 euros, tandis que les autres ministres recevraient environ 10 000 euros, peu importe la durée de leur mandat et leur ministère. En revanche, aucune retraite spécifique n'est prévue pour les ministres une fois qu'ils quittent leur poste. Pensez-vous que ces avantages soient suffisants? Une ancienne ministre a donné des détails sur son ancien salaire lorsqu'elle était en poste. Un salaire brut de 7 839 euros, une indemnité de fonction de 2018 euros et une indemnité de logement de 235 euros. Cette indemnité est levée si le ou la ministre retrouve un emploi rémunéré dans les 3 mois suivant son départ du gouvernement. Alors que tous les ministres sortants, y compris l'ancienne première ministre, perdront leur logement de fonction et les billets de train gratuits en première classe, Elisabeth Borne bénéficiera tout de même de certains avantages. Comme ses prédécesseurs, elle pourra profiter d'un véhicule de fonction avec chauffeur, les frais d'entretien et de carburant étant pris en charge par l'État à vie. De plus, elle bénéficiera d'un secrétaire personnel pour une durée limitée de 10 ans, et ce jusqu'à l'âge de 67 ans. Ce nouvel arrangement soulève des questions sur la pertinence et la suffisance de ces avantages. Alors que certains pourraient voir cela comme une reconnaissance du travail accompli et une manière de faciliter la transition vers une autre carrière, d'autres pourraient percevoir ces avantages comme excessifs ou inappropriés. L'octroi de tels avantages pour les anciens ministres soulève également des préoccupations plus larges sur l'utilisation des finances publiques et la transparence dans le processus de transition du pouvoir. Certaines personnes pourraient estimer que l'argent de l'État pourrait être mieux utilisé ailleurs, tandis que d'autres pourraient plaider en faveur de ces avantages, comme moyen de garantir une transition harmonieuse et professionnelle entre les gouvernements. Il est essentiel d'évaluer et de discuter de ces avantages dans le contexte plus large de la politique et de la gouvernance. Une discussion ouverte et honnête sur ce sujet permettrait de déterminer si ces indemnités sont justifiées et si elles répondent aux attentes et aux exigences de la société. En fin de compte, la question des avantages accordés aux anciens ministres est une question complexe et nuancée qui mérite une réflexion approfondie. Il est important de chercher un équilibre entre la reconnaissance du travail accompli et la responsabilité financière envers la société. Toutefois, il est également essentiel de prendre en compte les normes et les attentes de la société en matière d'éthique et de transparence dans la gestion des ressources publiques. En somme, les avantages accordés aux anciens ministres, tels qu'Elisabeth Borne, soulèvent des questions importantes sur la justification de ces indemnités et sur la manière dont elles sont perçues par la société. Une discussion plus approfondie de cette question est essentielle pour garantir la transparence et la responsabilité dans le processus de transition du pouvoir. Il reste deux instants avec nous. Martinique. La sécheresse menace l'avenir des petits agriculteurs du Nord. Comment les aider? L'eau se fait rare dans les exploitations agricoles, ce qui affecte grandement les rendements. Face à cette situation, les exploitants ont créé une association appelée la DIPA, Défense des intérêts des petits planteurs, dans le but de faire entendre leurs revendications. Mercredi dernier, 11 janvier 2024, ils ont rencontré le député Marcellin Nadeau pour exprimer leurs préoccupations. Ce reportage, réalisé par Franck-Edmond Mariette et Marc Balsa, relate cet événement. Muriel Gâteau et son époux sont des agriculteurs spécialisés dans la culture de produits maraîchers. Malheureusement, leur parcelle de terre, située au quartier Micolo à Case-Pilote, ne parvient plus à supporter leur culture depuis plusieurs mois, en raison d'une importante pénurie d'eau. Malgré la chance d'avoir un terrain non contaminé par la chlordécone, nous rencontrons des difficultés pour faire pousser nos patates, nos ignames et tous les autres légumes que nous voulons cultiver. Il est urgent de trouver une solution pour nous, agriculteurs, car la situation est devenue insupportable. Muriel Gâteau, agricultrice. Les habitants de Case-Pilote se souviennent d'un temps où des bassins situés en amont de l'exploitation permettaient de capter l'eau et d'irriguer les différentes parcelles agricoles du quartier.
Cette ingénieuse construction avait su répondre aux besoins en eau des agriculteurs. Cependant, la vue panoramique sur le Nord Caraïbe attise les convoitises. Les propriétaires ont profité du déclassement de ces terres agricoles pour réaliser des branchements d'eau destinés aux agriculteurs. Face à cette situation, la municipalité de Casse-Pilote a décidé de fermer ses réseaux. Le long de la route, des habitants avaient obtenu des permis de construire, mais n'avaient pas accès à l'eau. À l'époque, ils avaient été autorisés à se brancher sur cette canalisation spéciale pour les agriculteurs. Lorsque l'eau est arrivée, cela a créé des situations délicates auxquelles j'ai dû faire face depuis mon mandat de maire en 2008. Les personnes qui bénéficiaient gratuitement de cette eau agricole n'ont pas accepté facilement sa coupure. Ralph Monplaisir, maire de Casse-Pilote. Aux prêcheurs, la situation est similaire. Les exploitants agricoles se retrouvent en arrêt d'activité, faute d'accès à l'eau. Depuis 4 mois, nous ne voyons pas une seule goutte d'eau. Depuis 4 mois, les agriculteurs du prêcheur ne peuvent ni se nourrir ni se désaltérer. Un agriculteur. Ces problèmes ont été discutés lors d'une réunion de concertation à l'espace Samboura au prêcheur, en présence de divers partenaires. Il est évident qu'il existe un problème de dialogue, de communication, d'information, ainsi que traitement et de suivi des dossiers. C'est pourquoi nous avons organisé une réunion pour permettre un échange collectif sur les questions communes entre les services concernés, les organisations et nos petits exploitants agricoles, en partenariat avec l'association. Par la suite, chaque agriculteur aura également l'opportunité d'avoir un entretien individuel. Marcellin Nadeau, député. Au cours de cette réunion, divers points ont été abordés, tels que les retraites, les charges sociales et bien d'autres encore. Le député Marcellin Nadeau s'est engagé à être le porte-parole des petits agriculteurs auprès du gouvernement. Nous passons à la dernière nouvelle de ce programme. La France respire mieux. L'inflation ralentit à 4,9% en 2023. Quelles sont les raisons de cette baisse? La France a connu une inflation moyenne de 4,9% en 2023, légèrement en baisse par rapport à 2022, 5,2%, grâce à la modération des prix de l'énergie qui ont compensé ceux de l'alimentation, selon l'INSEE. Les prix de l'énergie ont augmenté en moyenne de 5,6% en 2023, après une augmentation de 23,1% l'année précédente, en raison de la baisse partielle des produits pétroliers, précise l'Institut français de statistique. Les prix des denrées alimentaires ont quant à eux bondi en moyenne de 11,8%, après une hausse de 6,8% en 2022 dans la deuxième économie de l'Union européenne. Au printemps dernier, ils ont atteint un pic de près de 16%. Bien que l'inflation en décembre ait été de 3,7% en glissement annuel, soit 0,2 points de plus qu'en novembre, en raison d'une accélération des prix de l'énergie et des services en fin d'année, la tendance est clairement à la baisse. La crise inflationniste est désormais derrière nous, a déclaré en décembre le ministre de l'économie Bruno Le Maire, tout en reconnaissant que les prix restaient supérieurs à l'inflation d'avant la crise en raison du coût de la transition énergétique. Les difficultés d'approvisionnement héritées de la pandémie de Covid-19 et l'augmentation du prix de l'énergie en raison du conflit en Ukraine ont fait grimper l'inflation en France à 6,3% en glissement annuel en février 2023, son plus haut niveau en près de 40 ans. L'évolution annuelle de l'inflation. L'indice des prix à la consommation s'est établi en moyenne à 5,2% en 2022, après 1,6% en 2021 et 0,5% en 2020. Dans ses dernières prévisions mi-décembre, l'INSEE projetait une inflation de 2,6% en glissement annuel pour le mois de juin. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des nouvelles importantes.